Ça fait pas mal de temps que j'ai envie de transformer mon PC gamer en console de salon. Du coup, j'ai sollicité votre avis sur l'OS à utiliser pour l'expérience et vous avez voté en majorité Linux. J'ai donc retroussé les manches et je suis parti à la recherche de la distrib Linux la plus adaptée pour jouer. L'objectif de la vidéo, c'est aussi de vous montrer comment faire pour transformer le PC en console de salon tout en restant le plus simple et compatible possible. Alors, petit disclaimer à l'attention des fans de Linux parce que dès qu'on parle de distrib Linux, ça part vite dans tous les sens et tout le monde veut défendre sa distrib préférée. Ici, mon objectif est d'avoir une distrib facile à prendre en main qui pourrait être tout aussi bien adaptée à monsieur tout le monde. Évidemment, il existe beaucoup de distribs, mais celle que j'ai choisie, c'est Bazzite. Alors pourquoi? Parce que globalement, c'est la plus populaire pour le jeu, ce qui permettra justement à monsieur tout le monde de trouver de l'aide aux besoins. Pour info, j'ai hésité entre Bazzite, Nobara, Chimera OS et Kashi OS. Elles sont toutes les quatre aussi faciles à prendre en main et globalement, elles ont le même objectif, permettre de jouer sur Linux avec un OS clé en main. Elles ont aussi des différences comme la philosophie d'accès à certaines fonctionnalités de l'OS, notamment Bazzite qui est une distrib immuable. Alors c'est quoi une distrib immuable? Eh bien, pour simplifier, on ne peut pas tout casser dessus, ce qui est positif pour les personnes non averties sur Linux, mais un point de frustration pour les power users qui aimeraient bidouiller en profondeur l'OS. Évidemment, ça reste possible avec Bazzite, mais c'est pas pareil qu'avec une distrib non immuable. Bref, si vous n'avez jamais touché à Linux, je peux que vous conseiller Bazzite. Une fois que vous aurez un peu plus d'expérience et si vous êtes curieux, vous pourrez faire vos recherches pour trouver la distrib qui vous correspond le mieux. Par exemple, Kashi OS me semble une bonne distrib pour commencer à bidouiller. Allez, rentrons dans le vif du sujet, transformer le PC en console. Et avant de commencer, je pense qu'il est important de définir les 4 points majeurs qui caractérisent selon moi une expérience console. Premier point, le PC doit démarrer avec une action à distance, comme presser une touche de la manette. Ensuite, la télé doit s'allumer et basculer automatiquement sur l'input HDMI du PC. Je veux aussi pouvoir contrôler 100% de l'interface avec la manette. Et pour finir, je veux avoir l'ensemble de mes jeux sur une seule et même interface. Alors, est-ce que j'y suis arrivé? C'est ce qu'on va voir ensemble. Le premier des 4 points majeurs pour avoir une expérience console, c'est de démarrer le PC à distance sans avoir à se lever du canapé. Ma première approche, c'est d'utiliser la manette de Xbox pour pouvoir démarrer le PC, comme ferait n'importe quelle console. Alors, mes premières recherches commencent assez mal parce que je vois sur différents threads Reddit qu'il est censé être possible de boot le PC avec une manette de Xbox, mais uniquement si on a le récepteur USB 2,4 GHz, ça ne fonctionne pas avec le Bluetooth. Le problème, c'est que ma manette de Xbox est très récente, donc je n'ai pas le récepteur, et en creusant, j'ai vu que dans tous les cas, ça n'était pas assuré de fonctionner, même si la carte mère supportait la fonctionnalité. Du coup, je tente une deuxième possibilité, utiliser le Wacom LAN, piloté par une application sur mon smartphone, puisque je l'ai toujours sur moi, mais ici, cette fonctionnalité n'est pas compatible avec toutes les cartes réseau. Globalement, sur les cartes Ethernet, en général, pas de souci. Pour les cartes Wi-Fi, c'est mort. Et dans mon cas, pas de bol, mon PC sera en Wi-Fi, donc j'oublie aussi le Wacom LAN. J'ai quand même testé par curiosité, et mon retour d'expérience par rapport au Wacom LAN est en demi-teinte. J'ai testé pendant une semaine avec mon PC encablé, même si c'est pas le setup définitif, et il est arrivé à plusieurs reprises que mon PC refusait de démarrer depuis le Wacom LAN. Donc pour le coup, j'ai trouvé l'expérience assez frustrante. Après, peut-être que vous aurez moins de problèmes de votre côté. Dans tous les cas, mon setup final n'est pas compatible avec le Wacom LAN parce que le PC sera en Wi-Fi. Du coup, ça m'amène à une dernière solution, c'est d'utiliser la fonctionnalité AC Power Recovery de ma carte mère. En gros, ça permet de démarrer le PC automatiquement dès que le PC est branché à une source d'alimentation. D'ailleurs, rassurez-vous, cette fonctionnalité est dispo sur la majorité des cartes mères. Donc, si je couple ça avec une prise connectée que je pilote avec une application sur mon smartphone, ça devrait le faire. Alors dit comme ça peut paraître compliqué, mais en vrai, c'est beaucoup plus simple à paramétrer que le Wacom LAN et beaucoup plus fiable aussi. J'utilise cette prise connectée que j'ai commandée sur Amazon à 8 €, mais n'importe quelle autre prise connectée devrait faire l'affaire. Si jamais, j'ai mis le lien vers la prise en description et pour les curieux, le lien vers tous les composants de mon PC. Pour le coup, la configuration est ultra simple, il suffit de télécharger l'application recommandée, dans mon cas l'application
l'application s'appelle Smart Life, et de connecter la prise à la Wi-Fi. Ensuite, j'active la fonctionnalité dans le BIOS, je branche le PC sur la prise connectée et c'est tout. Ça marche super bien, je n'ai rencontré aucun problème sur toute ma semaine de test, donc la mission est remplie. Je pense qu'on peut passer à l'étape suivante. Pour l'installation de Bazzite, en vrai c'est ultra simple, aussi simple qu'installer Windows 11. Globalement, vous avez juste besoin d'une clé USB et bien sûr d'un PC. Donc on va sur le site de Bazzite, on clique sur Download Bazzite, ensuite on choisit l'hardware sur lequel l'OS va tourner. Dans notre cas, c'est desktop. Ensuite, on sélectionne la carte graphique, ce qui permettra d'avoir les drivers préinstallés et l'OS configuré pour supporter notre matériel. Ici, j'ai une RTX 5070 Ti, donc je sélectionne Nvidia RTX Series. Ensuite, on part sur l'environnement de bureau. En gros, c'est l'interface de Linux. Et oui, parce que Linux est ultra customisable, donc vous pouvez utiliser l'interface que vous voulez. Sur Bazzite, on a deux choix. KDE d'un côté, qui est l'interface de SteamOS en mode bureau, ou GNOME, qui est une interface plus adaptée pour les touchscreens ou les PC portables. Attention, c'est pas parce que c'est plus adapté pour ça que ça ne peut pas être utilisé comme un environnement de bureau classique. Dans mon cas, j'utilise KDE parce que je le préfère et c'est celui qui est recommandé par Bazzite. Ensuite, on nous demande si on veut boot directement sur Steam Game Mode. Perso, j'ai choisi non parce que je veux paramétrer moi-même l'expérience console et aussi parce que je veux utiliser principalement mon PC comme un PC et de manière secondaire comme une console. En plus, pour les cartes graphiques Nvidia, pour le moment, c'est encore en bêta. Il peut y avoir des soucis de stabilité, donc je préfère suivre les recommandations de Bazzite. Donc, je sélectionne non. Maintenant, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Download et on a une image ISO parfaitement configurée pour notre matériel. Du coup, il va falloir boot sur ce fichier ISO et pour ça, je télécharge le logiciel Rufus qui me permet de créer une clé USB bootable comme on le fait avec Windows. C'est ultra simple, vous sélectionnez votre clé USB, votre image ISO et c'est parti. Une fois le processus terminé, il vous suffit de redémarrer le PC et ça devrait boot sur votre clé USB. Si ce n'est pas le cas, allez dans la section boot de votre BIOS et mettez USB en haut de la liste pour prioriser le boot sur votre clé USB. Une fois que ça a booté, rien de complexe, il suffit de suivre la procédure. Vraiment, on ne peut pas faire plus simple. Vous sélectionnez le disque sur lequel vous voulez installer Bazzite. Perso, ce que j'ai fait, c'est de retirer le SSD avec Windows pour éviter toute erreur. Je crée mon utilisateur et le mot de passe et on laisse maintenant la procédure d'installation se faire. Ne paniquez pas si ça prend un peu de temps. C'est l'occasion d'ailleurs d'aller se faire un café. Une fois l'installation terminée, ça démarre sur Bazzite. Normalement, vous ne devriez pas être dépaysé si vous avez choisi KDE comme bureau. C'est assez proche de Windows en termes d'interface. Vous retrouverez un menu démarrer, l'ensemble des applications installées est rangé par catégorie. Mais vous avez un magasin d'applications qui s'appelle Bazaar qui permet d'installer Discord, Spotify ou n'importe quelle autre application en un clic. Par défaut, Steam est déjà installé, donc il suffit de se connecter, télécharger un jeu et c'est parti. Mais avant d'aller plus loin, on a nos 4 points majeurs à résoudre. Donc deuxième point majeur pour avoir une expérience console, c'est faire en sorte que la télé switch toute seule sur le bon port HDMI. Du coup, super simple, je l'ai déjà fait par le passé avec ma Raspberry Pi. Donc je lance le terminal, je tape ma commande pour pouvoir lister les périphériques qui supportent le CEC. Alors le CEC, c'est quoi? Dans les grandes lignes, c'est un protocole HDMI standardisé qui permet d'envoyer une commande à la télé pour qu'elle bascule sur une source HDMI spécifique. C'est par ce protocole que les consoles activent le bon port HDMI de votre télé lorsque vous l'allumez. Et là, grosse déception, aucune carte graphique récente n'intègre le protocole CEC qui permet d'envoyer la commande à la télé. Et rares sont les cartes mères qui intègrent ce protocole. En tout cas, ce n'est pas le cas de la mienne. Du coup, j'ai continué mes recherches et j'ai trouvé un adaptateur HDMI CEC, mais il coûte 45 €. Autant les 8 € de la prise connectée, c'était pour moi acceptable, mais 45 €, je trouve ça trop cher, donc j'ai malheureusement renoncé à cette fonctionnalité. Mais pour ceux que ça intéresse, vous pouvez acheter cet adaptateur. Je me suis renseigné et il fonctionne. Par contre, il est limité au niveau du débit de sortie à 4K 60 Hz. Et si comme moi, vous avez une télé 4K 100 Hz, la petite astuce sera de brancher 2 câbles HDMI à la télé, un avec l'adaptateur pour envoyer la commande CEC à la télé et l'autre pour envoyer le flux vidéo de votre carte graphique et donc profiter des 100 Hz. Parce qu'il n'est pas nécessaire que le
signal CEC soit envoyé par la source d'entrée sur laquelle on souhaite se connecter. On peut envoyer le signal depuis une source HDMI différente de votre PC. Donc par exemple, on peut envoyer une commande CEC depuis l'HDMI 1 pour demander à la télé de basculer sur l'HDMI 2 sur lequel est branché votre PC. Bref, ici l'objectif est atteignable, mais j'ai trouvé le coût trop important comparé au peu de contraintes que c'est de switcher manuellement d'HDMI avec la télécommande. Surtout que ma télécommande est toujours à proximité, ne serait-ce que pour pouvoir régler le volume de la télé. Passons à l'étape numéro 3, contrôler l'interface avec la manette. Autant sur Windows, c'est un peu contraignant parce qu'il faudra installer un logiciel tel que JoyXoft, autant sur Bazzite, pas besoin d'installer quoi que ce soit. Pour piloter votre bureau entièrement avec la manette, il suffit d'ouvrir les paramètres de Steam, aller dans Contrôleur, puis activer Configuration du bureau et modifier. Ici, vous sélectionnez le dispositif, Configuration officielle pour Desktop Configuration. Vous validez et c'est bon. Vous pouvez contrôler votre PC avec la manette. Lorsque vous lancerez un jeu depuis Steam, ce dispositif se désactivera tout seul pour éviter de rentrer en conflit avec vos jeux, donc c'est vraiment ultra pratique. Si vous avez besoin d'ouvrir le clavier virtuel, rien de plus simple, vous appuyez simultanément sur le bouton Xbox et X et ça ouvrira le clavier. Si vous avez un Steam Deck, vous ne serez pas dépaysé puisque c'est la même interface de clavier. Voilà du coup pour cette partie qui s'est déroulée sans accroc, mais à ce stade on est toujours sur le bureau lorsqu'on démarre le PC, ce qui n'offre pas une expérience console. Moi ce que je veux c'est démarrer sur une interface typée console qui liste tous mes jeux. Ce qui nous amène au point numéro 4, avoir la même interface pour tous mes jeux et évidemment que le PC démarre directement sur cette interface. Alors pour ma part j'ai quasi tous mes jeux sur Steam, donc il me semblait évident d'utiliser l'interface Big Picture pour avoir accès à ma bibliothèque de jeux. L'interface est fluide et élégante, question de goût bien sûr, mais perso c'est l'interface que je préfère, surtout que j'ai un Steam Deck donc j'y suis particulièrement habitué. Mais comme je ne pense pas qu'à moi, j'ai aussi testé d'autres launchers qui permettent notamment d'accéder à d'autres magasins de jeux comme Epic Game Store ou encore Battle.net. Alors pour le coup, j'ai testé le logiciel Lutris et je dois dire qu'ici, je n'ai pas vraiment accroché l'expérience out of the box. Le logiciel nécessite de pas mal se retrousser les manches et bien qu'il permet d'avoir un énorme niveau de paramétrage, je trouve que le logiciel n'est pas adapté à monsieur tout le monde, sans compter l'interface de base qui est assez vieillotte, je me vois vraiment pas booter sur cette interface. Ensuite, j'ai testé Heroic Launcher. Déjà au niveau de l'interface, j'ai trouvé ça beaucoup plus propre, même si c'est pas au niveau encore de Steam Big Picture, mais déjà c'est beaucoup plus envisageable de booter là-dessus. Ici aussi, beaucoup de paramétrage possible, mais de base, tout fonctionne bien sans avoir touché aux moindres paramètres. J'ai pu installer Epic Game Store, me connecter à mon compte et lancer quelques jeux sans le moindre problème. Alors c'est cool tout ça, mais ça fait deux interfaces pour accéder aux jeux en fonction du magasin. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère l'interface Steam Big Picture comparée à Heroic Launcher ou encore Lutris. Du coup, j'ai décidé d'ajouter Heroic Launcher depuis l'interface de Steam, mais j'aimerais utiliser Heroic Launcher que pour installer les jeux Epic ou Battle.net et non pour les lancer. Je vais toujours pouvoir lancer mes jeux depuis Steam. Et heureusement, Heroic Launcher nous facilite la vie en permettant d'activer l'option ajouter automatiquement le jeu dans Steam. Pour ça, il suffit d'aller dans les paramètres d'Heroic Launcher pour activer l'option en un clic. Le petit défaut de cette fonctionnalité, c'est qu'il faut relancer Steam pour que l'ajout du jeu depuis Heroic Launcher prenne effet. Et si je veux utiliser exclusivement la manette, ça va poser problème parce que si je ferme Steam, le contrôle de la souris avec la manette est désactivé aussi. Du coup, j'ai tenté de créer un script que je lance depuis Steam pour le redémarrer, vu qu'il n'est pas capable de se redémarrer tout seul. Et malheureusement, j'ai pas réussi. Si je lance mon script en dehors de Steam, tout fonctionne bien et Steam redémarre. Et si je lance mon script depuis Steam, eh bien le script se ferme lorsque Steam se ferme. Ça me paraît évident puisque Steam lance les applications en mode attaché ou en mode enfant. En gros, si on ferme Steam alors qu'on a lancé un jeu, Steam ferme le jeu avant de se fermer lui-même. Sauf qu'évidemment, j'ai pris en compte ce détail et j'ai donc tenté de lancer le script en mode détaché pour que si Steam se ferme, le script puisse continuer de vivre sa vie. Et malheureusement, rien n'y fait. J'ai même tenté de lancer un script qui lui-même lance un script en mode détaché, mais je n'ai pas eu de meilleurs résultats. Alors c'est sûr que je dois passer à côté de quelque chose, mais je sais pas encore quoi. Donc pour le moment, à part redémarrer le PC ou sortir le clavier souris pour lancer Steam, j'ai pas trouvé de meilleure solution. Après, j'ai pas trouvé ça dramatique parce que j'installe pas des jeux tous les jours non plus, et je peux très bien installer plusieurs jeux d'un coup et redémarrer
démarrer qu'une fois. En plus, ce souci ne concerne que les jeux installés depuis Heroic Launcher. Pour les jeux Steam natifs, aucun souci bien sûr. Mais ça m'a un peu frustré de ne pas trouver de solution avant la sortie de cette vidéo. Si jamais je trouve une solution, je la mettrai en commentaire épinglé. Et si de votre côté vous avez la solution, n'hésitez pas à la partager en commentaire. Bon, maintenant j'aimerais que mon PC boot directement sur Steam Big Picture. Et pour ça, il suffit juste d'activer dans les paramètres de Steam les deux options lancer Steam au démarrage de l'ordinateur et lancer Steam en mode Big Picture. À ce stade, le PC boot directement sur Steam Big Picture et on aura une vraie expérience console, enfin presque, puisqu'il reste un dernier détail. Quand le PC démarre, il nous demande de nous connecter à notre compte utilisateur. Donc il faut se débarrasser de cet écran. Ici, deux solutions. Soit on crée un compte utilisateur sans mot de passe, soit on permet l'ouverture de la session avec le mot de passe préconfiguré. Mais dès qu'une opération nécessitera de rentrer le mot de passe pour une élévation de privilèges, en gros, dès qu'une application voudra avoir les droits admin pour effectuer une action, ça me demandera de saisir le mot de passe. Pour des raisons de sécurité, j'ai choisi l'option 2, et sachez qu'elle est moins pratique. Elle permet quand même de démarrer le PC automatiquement sans avoir besoin de se loguer. Donc on arrive bien directement sur l'interface Steam Big Picture automatiquement au démarrage du PC. Et pour l'utilisation en mode console, Bazzite me demande uniquement le mot de passe pour me connecter à la Wi-Fi. Et comme Steam est déjà lancé, je peux remplir le mot de passe avec la manette. Si vous voulez totalement vous affranchir de mot de passe, vous pouvez définir un mot de passe vide pour votre compte utilisateur, mais attention, niveau sécurité, c'est vraiment pas terrible, donc à vous de voir. En tout cas, à ce stade, on a rempli 3 points sur 4 pour avoir une expérience console, et j'aurais techniquement pu remplir 4 points sur 4, mais encore une fois, l'adaptateur HDMI CEC à 45 €, pour moi, ça n'en valait pas la peine. Du coup, ça fait maintenant 2 semaines que j'utilise exclusivement Bazzite pour jouer. Je dois dire que j'ai été vraiment bluffé, tout a marché nickel. Sur 20 jeux testés, j'en ai eu que 3 avec des choses à redire. Le premier jeu, c'est Once Human. Le jeu a beaucoup de saccades sur Linux. On sait déjà qu'il n'est pas super bien optimisé sur Windows, mais sur Bazzite, c'est vraiment injouable. J'ai tenté de limiter le nombre de FPS pour voir si ça pouvait stabiliser les saccades, mais de mon côté, c'est pas mieux. J'ai aussi testé avec d'autres versions de Proton, comme Proton Hotfix et Proton GE, mais j'ai pas eu d'amélioration non plus. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Proton, en gros, c'est un logiciel chargé de faire la traduction des instructions Windows vers Linux pour que vos jeux Windows puissent tourner sur Linux. Je simplifie volontairement, mais dans les grandes lignes, c'est ce que fait Proton. Il existe plusieurs versions de Proton et Steam utilise la version la plus adaptée pour votre jeu, mais vous pouvez, pour chaque jeu, définir quelle version de Proton vous voulez. Il suffit d'aller dans les propriétés du jeu, dans Steam, et d'aller dans l'onglet compatibilité. Vous cochez la case forcer l'utilisation d'un outil de compatibilité Steamplay spécifique et vous testez plusieurs versions de Proton. Globalement, par défaut, testez toujours sans rien toucher. Si le jeu fonctionne, alors on est bon. Si le jeu crash ou a des comportements bizarres, comme ici avec Once Human qui saccade énormément, alors vous pouvez tenter en premier la version Proton Hotfix. Puis, si vous n'avez toujours pas d'amélioration, la version Proton GE. Il existe d'ailleurs un super site pour savoir si le jeu tourne sur Linux, c'est ProtonDB, je vous mets le lien vers le site en description. Il permet de savoir si le jeu est supporté sur Linux et s'il faut apporter des modifications particulières au lancement. En prime, c'est ultra communautaire, donc vous pouvez trouver la solution à vos problèmes sur ce site en allant sur le jeu en question. Le deuxième jeu testé, c'est Borderlands 4. Alors, je parle pas de l'optimisation catastrophique du jeu, que ce soit pour Linux ou Windows, on est sur le même degré de catastrophe. Non, ici je parle des artefacts lorsqu'on active le DLSS et la frame generation. Et malheureusement, le jeu est injouable sans. Ici on a pas mal d'artefacts à l'écran, alors je me suis étonné de m'être habitué au fur et à mesure. Et globalement, c'est pas une super expérience et ça vient rajouter de l'inconfort sur un jeu qui a déjà pas mal de problèmes d'optimisation. Le dernier jeu qui m'a posé problème au lancement par défaut, c'est The Finals. J'avais les mêmes problèmes que sur Once Human, c'est-à-dire d'énormes saccades, mais ici j'ai trouvé la solution sur le site ProtonDB. Il suffisait de lancer le jeu avec Proton Hotfix pour régler le problème. Maintenant il marche nickel et je n'ai aucun problème et les performances sont au rendez-vous. Alors après, on entend aussi beaucoup parler du fait qu'il n'est pas possible de jouer à des jeux avec un anti-cheat sur Linux. Alors évidemment, la
vérité est un peu plus nuancée. C'est pas pour défendre Linux, mais sur internet je trouve que les gens prennent trop souvent des raccourcis. Alors oui, les jeux avec un anti-cheat sont globalement le dernier problème à traiter pour Linux. Malheureusement, la communauté Linux ne peut pas toujours tout résoudre et pour le coup c'est aux développeurs de s'ouvrir un peu sur ce point. Ceci étant dit, j'ai pu jouer à Overwatch 2, The Finals, The Division 2, Unshowdown, New World, Helldivers 2. Ils ont tous un système anti-cheat et je n'ai pas eu le moindre souci pour y jouer. Par contre, des jeux ultra populaires comme PUBG, Call of Duty Warzone ou encore Valorant ne fonctionnent pas sur Linux à cause de leur système anti-cheat. Ça, c'est un fait. Et malheureusement, si les développeurs ne s'ouvrent pas sur le sujet, il n'y a aucune résolution possible côté Linux. Je mets ici la liste des 20 jeux que j'ai testés sur Bazzite pour vous faire une idée de ce qui marche. Au passage, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça vous prend que 2 secondes et ça soutient énormément mon travail. Passons maintenant au benchmark. Alors, je ne vais pas lister les benchmarks pour les 20 jeux que j'ai testés parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais j'ai pris une petite sélection de jeux pour vous faire une idée. Pour les specs de mon PC, j'ai un Ryzen 7 9700X, 32 Go de RAM en DDR5 6000 MHz CL36 et une carte graphique Nvidia RTX 5070 Ti. Pour info, si je ne mentionne pas que le ray tracing est activé ou que la frame generation est activée, c'est qu'ils ne sont pas activés. Et quand j'indique que les jeux sont en élevé ou en ultra, c'est avec les presets élevés ou ultra proposés par les jeux. Je vous mets en comparaison les performances que j'ai dans les mêmes conditions sur Windows. Gardez en tête 2 choses. La première, c'est que Linux utilise Proton comme traducteur pour les jeux Windows, donc forcément ça viendra consommer plus ou moins de ressources, ce qui explique une partie des écarts de performance. Deuxième point, si vous passez sur Linux, c'est pour vous débarrasser de Windows et ses spyware et non pour rechercher le maximum de performance, et essayer aussi de relativiser, avoir 120 fps sur Windows et 110 fps sur Linux. Bon, avec 10 fps d'écart, ça ne devrait pas drastiquement changer votre expérience de jeu. Au passage, les joueurs avec des cartes AMD observeront moins d'écart de performance entre Windows et Linux en général, car les cartes AMD sont mieux supportées sur Linux comparé à Nvidia, même s'il y a eu pas mal de progrès côté Nvidia ces derniers temps. Ceci étant dit, je vous laisserai juge de vos choix et de ce qui est important pour vous. Allez, maintenant qu'on a éclairci ces points, on peut passer au benchmark. Et on commence avec Warframe en 1440p Ultra avec le DLSS sur le preset Quality. Le jeu tourne à 372 fps de moyenne sur les maps fermées et 222 fps pour les maps ouvertes. En 4K, on a 256 fps sur les maps fermées et 152 fps sur les maps ouvertes. Sur Red Dead Redemption 2, en 1440p Ultra avec aussi le DLSS en Quality, le jeu tourne à 118 fps avec un 1% low à 85 fps. Sur Windows, on est à 133 fps, donc 15 fps d'écart. En 4K, toujours en Ultra avec le DLSS en Quality, le jeu tourne à 104 fps avec un 1% low à 83 fps, donc les mêmes performances que sur Windows 11. Pour Path of Exile 2, en 1440p Ultra avec le DLSS en Quality, les jeux affichent 119 fps en moyenne avec un 1% low à 83 fps. C'est similaire aussi à ce qu'on a sur Windows avec 125 fps. En 4K, on tombe à 69 fps avec un 1% low à 60 fps. Passons maintenant à Cyberpunk 2077 en 1440p Ultra avec le DLSS sur Quality. Le jeu tourne à 100 fps en moyenne avec un 1% low à 66 fps. Aucune différence par rapport à Windows. En 4K, ça descend à 59 fps avec un 1% low à 47 fps. Lorsqu'on active le ray tracing en 1440p, on tombe à 70 fps, similaire globalement à ce que propose Windows. En 4K, l'écart se creuse assez bizarrement, 41 fps sur Bazzite et 52 fps sur Windows. J'ai fait le test 3 fois et j'ai eu des résultats similaires. Et si on active la frame generation, ça remonte à 120 fps avec un 1% low à 83 fps. Sur Windows, on a 140 fps, soit 20 fps de plus. Par contre, le 1% low est à 50 fps sur Windows. C'est assez étrange d'ailleurs. En 4K, même constat, 73 fps en moyenne pour Linux contre 89 fps pour Windows. Pour finir, sur Borderlands 4, avec les réglages en élevé en 1440p, le DLSS sur Quality et la frame generation sur 2x, on est à 89 fps en moyenne avec un 1% low à 57 fps. Sur Windows, on est à 155 fps en moyenne. Et en 4K, dans les mêmes conditions, on tombe à 71 fps en moyenne avec un 1% low à 52 fps.
Globalement, je n'ai pas eu de problème de performance, en tout cas en ressenti sur l'ensemble des jeux que j'ai testés. Et je dois dire que j'ai été pas mal impressionné par le niveau de compatibilité avec les jeux sur Linux. L'immense majorité des jeux que j'ai testés ont fonctionné sans la moindre modification. Et je ferai une prochaine vidéo de mon retour d'expérience après un mois d'utilisation de Bazzite pour le jeu, mais aussi pour la productivité, montage vidéo, 3D et autres, histoire de voir si on peut réellement s'affranchir de Windows et entièrement basculer sur Linux. En conclusion, la transformation de mon PC en console de salon a été super fun à faire, j'ai vraiment adoré remettre les mains dans Linux et j'ai été très impressionné par l'aspect plug and play de Bazzite pour la partie gaming. En vrai, comme je l'ai dit, à part sur 3 jeux, j'ai pas eu le moindre souci sur les 20 jeux testés, donc c'est vraiment un gros plus, et grâce au Steam Deck, à Steam et toute la communauté Linux, on commence à avoir une vraie alternative crédible à Windows pour jouer. Après, c'est particulièrement vrai pour Bazzite et les autres distribs du même genre pour les PC fixes. Par contre, ça l'est moins de ce que j'ai compris pour les PC portables, notamment équipés de GPU Nvidia, mais des progrès sont faits tous les jours, donc peut-être que d'ici un an, ça ne sera plus un souci. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et à me faire vos retours d'expérience sur Linux pour ceux qui ont testé. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine, ciao!